Ce début de saison dans le quartier des plaisirs a tout ce qu'on pouvait attendre en termes de qualité pour la suite de Kimetsu no Yaiba. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review des 3 premiers épisodes de Kimetsu no Yaiba, enfin premiers épisodes de la saison 2, pas vraiment, puisque le début de la saison justement a repris toute l'intrigue du train de l'infini. Mais je considère pas comme véritablement le début de la saison parce que c'était un petit peu un pétard mouillé dans le sens où le film a été vu par énormément de personnes et se retaper ça en termes d'épisodes, même s'il y avait quelques ajouts ici et là, bah c'était un petit peu une grosse blague de la part de la production. Mais là, ça y est, on est dans le vif du sujet avec justement cet arc du quartier des plaisirs. Et franchement, ça fait énormément plaisir après des années d'attente. Alors, t'as une saison 2 quand même qui garde cette qualité énorme en termes d'animation. Le studio Ufotable fait toujours autant le taf, c'est toujours aussi dynamique, aussi coloré. En plus, l'animation, elle se cantonne pas à faire un truc régulier. Tu vois vraiment qu'il y a des petits effets comme montrer Tanjiro comme s'il était dans un vieux film pour montrer qu'il est un petit peu en plein désarroi. Ça, c'est cool, mais ça montre surtout de grandes idées pour même l'animation entre guillemets de cette partie. Mais en plus de ça, bien sûr, on a été directement lancé par un double épisode et je pense que c'est une très bonne idée parce que en fait c'est ce double épisode déjà il vient vraiment commencer la saison vu qu'au final c'était le train de l'infini, on avait vu ça, donc tous ceux qui se sont ramenés, alors franchement on s'est mis bien, mais en plus c'est vrai que c'était des épisodes de transition, donc en fait pas si intéressant que ça parce que en fait on vend le quartier des plaisirs. Heureusement qu'à la fin ils disent on va aller au quartier des plaisirs. Même au niveau de ces deux épisodes c'est assez cool de retrouver Tanjiro et compagnie qui doivent justement s'entraîner et qui ont été vraiment marqués par le passage de Rengoku. Tu vois vraiment que à partir de ce moment-là, ils ont envie de devenir plus forts et c'est un entraînement qu'ils vont suivre pendant plusieurs mois, même si c'est très rapide. C'est sûr que par la suite, au moins, ils pourront faire un petit peu plus de taf qu'être juste des spectateurs contre une lune supérieure. Enfin, espérons. On a aussi des blagues quant aux forgerons de Kimetsu no Yaiba qui aiment énormément ces sabres et ça, j'ai apprécié. En fait, c'était des épisodes pleins d'humour pour l'instant qu'on retrouve dans les 3 premiers épisodes de Kimetsu no Yaiba. Et surtout, je trouve que c'est des bons épisodes de départ parce que, en plus, ça te rappelle pourquoi t'aimes Kimetsu no Yaiba, c'est toute l'implication émotionnelle que tu peux avoir, parce que quand Tanjiro il va aller voir le père de Rengoku, alors ça devient tout de suite très intéressant. Déjà parce que tu sens que eux ils vivent un drame familial, le mec, le daron, tu vois qu'il insulte son fils mort, c'est un petit peu chelou, le petit frère c'est un pourfendeur qui a jamais pu vraiment devenir pourfendeur, son père en fait il a pas trop confiance dans le rôle et l'institution des pourfendeurs parce que je pense on sent une véritable frustration à travers le personnage, même d'être faible vu comment il parle à Tanjiro dont on découvre le souffle. Mais je trouve que c'est très intéressant et même si l'intrigue pour l'instant elle est pas totalement exploité parce qu'on sait pas exactement ce qui s'est passé avec sa mère et pourquoi son père a démissionné, alors c'est vrai que c'est une belle introduction pour ce personnage qui fera sûrement office de pilier de la flamme dans un grand retour en hommage à son fils. Ah ça, c'est sûr et certain et tu vois quand il pleure et tout seul pour son fils et tu sens, bah bien sûr, ça te touche, Kimetsu no Yaiba, c'est une histoire aussi très basée sur les liens familiaux et tout ce que ça peut représenter pour les personnes. Je vous rappelle que la raison même du combat de Tanjiro, au final, c'est ça. Et bien sûr, en fait, là où l'épisode, on pouvait se dire que oui, c'est très drôle, c'est juste une introduction, l'information capitale qu'on apprenne que le souffle de Tanjiro, c'est le souffle du soleil, même s'il n'y a pas le reste des informations parce que le carnet a été déchiré, et donc, en réalité, le souffle primordial, ce qui est assez logique, vu que les démons sont faibles au soleil et que les katanas sont aussi issus d'une pierre et un rapport avec le soleil, alors là c'est énorme, c'est vrai qu'on passe dans Tanjiro où on ne connaissait pas vraiment ses pouvoirs à apprendre qu'il a le pouvoir originel et donc c'est très intéressant parce que Muzan c'est directement l'ennemi qui en fait est lié justement à toutes les origines des démons et donc on va partir dans cette histoire du
passé, en vrai, des pourfendeurs, en plus de l'origine des démons. Ça nous promet un final qui va nous expliquer justement les origines de cet univers, et je trouve que c'est pas du tout anodin, justement, d'avoir des histoires liées au passé dans cette histoire globale qu'est Kimetsu no Yaiba, qui est très liée justement à son côté. Ça se passe pendant l'ère Edo ou je sais pas quoi, enfin dans le passé du Japon, et c'est très appréciable. C'est ce qui fait entièrement sa saveur. Mais ce premier double épisode, c'est aussi l'occasion de découvrir le personnage d'Uzui Tengen, un personnage vraiment haut en couleur, si on pouvait le trouver très peu parlant lors justement de notre première rencontre avec lui. Là, on a le temps de plus s'attarder sur lui, et il faut dire que c'est un marrant. En fait, c'est un Inosuke version plus, et déjà que Inosuke, je trouve que c'est le meilleur, tu vois, c'est le meilleur dans le trio, il est trop marrant et tout, là, c'est juste excellent, tu vois qu'il y a vraiment deux timbrés, et je trouve que même à son contact, en réalité, Zenitsu devient beaucoup plus intéressant, parce que au-delà, en fait, du côté, oui, j'ai pas confiance en moi, j'ai un peu peur de tout, là, Zenitsu, il rentre directement en conflit idéologique avec ce que représente Tengen, tu vois, le mec a 3 femmes et tout, c'est un mâle alpha, super grand, super musclé, beau gosse, il a plus ou moins tout pour lui, et face à ça, t'as Zenitsu qui s'énerve face à lui, et ça, franchement, ça rend le personnage d'autant plus intéressant, parce que c'est dans le conflit que, justement, les personnages, ils exacerbent leurs traits de personnalité. Inosuke et Tengen, je trouve que franchement, c'est juste génial. Les interactions entre Inosuke et Tengen, elles sont juste excellentes, avec Inosuke qui fait « Ouais, moi je suis le roi de la montagne et toi, t'es le dieu de je sais pas quoi. » C'est vraiment juste excellent, c'est n'importe quoi. Tanjiro, je trouve que c'est pour l'instant la relation un petit peu la plus calme, même s'il est rentré dans le conflit physique direct, vu que c'est un kidnappeur de petites filles. C'est vrai qu'il a le palmarès des bribes, c'est chelou, tu vois. Entre la polygamie, le kidnapping de petites filles plus fessées, il faut surveiller ce mec. Faites attention à vous. Franchement, je ne donne pas très cher de notre peau si on se retrouve avec lui. Mais ce personnage, en tant que pilier, il a une énorme aura autour de lui, mais en plus, il vient en nous disant que c'est un ninja. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de découvrir carrément un autre pan de cet univers. Parce que pour l'instant, on n'a vu aucun ninja, et en plus, justement, il va emmener les personnages au quartier des plaisirs, où justement, il sentira une aura et se dit peut-être qu'une lune supérieure s'y trouve. Et en parlant de lune supérieure, le double épisode nous a aussi fourni une information capitale. C'est que Muzan ne rigole pas. Et ça, c'était juste excellent. En fait, la mise en scène avec Akasa, qui était quand même un personnage, jusque-là, le personnage le plus fort qu'on ait pu rencontrer. Et ça marchait d'autant plus. Il a réussi à tuer le pilier de la flamme Rengoku sans avoir de réelles blessures par la suite, alors que Rengoku, c'est quand même un des personnages les plus forts, voire le plus fort qu'on ait vu se battre à ce moment précis de l'histoire. Et ce démon qui a battu le protagoniste le plus fort jusqu'ici de l'histoire, tu vois que devant Muzan, même si c'est une lune supérieure ou je sais pas quoi, il n'est absolument rien du tout. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment fort. Après t'avoir montré que le mec, il est super puissant, tu te rends compte que devant Muzan, il est par terre. Il a osé lui dire qu'il a débarrassé d'une menace, mais Muzan n'accepte pas ça. C'est pas une menace pour lui, les pourfendeurs. C'est juste un truc qui le dérange. Donc qu'il ne prenne pas trop la confiance. Et ça, c'est juste énorme. Parce que l'aura de Muzan devient de plus en plus grande. Surtout que Muzan, il est introduit de manière très bizarre, très mystérieuse encore dans ce jeu de travestissement où on l'avait vu devenir une femme pendant un moment et faire semblant d'avoir une famille, ou peut-être que c'est une vraie famille, on n'en sait absolument rien. Ici, on le voit être un enfant dans une famille riche et on comprend absolument rien. Qu'est-ce qu'il fout là? Tu sens vraiment que les démons et même leur chef Muzan, ce sont des gens qui se cachent. Et c'est d'autant plus fort que Tanjiro, il avait reproché à Akasa, et ça nous est rappelé, qu'ils viennent se battre la nuit quand tout est à leur avantage, alors que les pourfendeurs, eux, juste subissent et se battent quoi qu'il en coûte. Et on a encore ce jeu, justement, des démons qui ne font que se cacher, en réalité, avec Muzan qui se travestit. Et pour terminer sur le quartier des plaisirs, déjà, il faut dire que c'est hyper inventif. Et c'est aussi ça, la force de Kimetsu no Yaiba. C'est de nous montrer des environnements qui changent réellement de ce qu'on a l'habitude de voir. Voir, justement, ce quartier du vieux Japon,
tout illuminé, où il doit se passer en plus des choses un petit peu cheloues avec ses propres règles, parce qu'on apprend comment marche le système des courtisanes qui essayent de devenir des Oiran pour rembourser leurs dettes, et les maisons qui se confrontent. C'est juste super intéressant. T'as l'impression, en vrai, que c'est un shonen ce qui se passe à l'intérieur de ce quartier, ce quartier olé olé. Et ça représente bien une force de Kimetsu no Yaiba, et c'est pour ça que j'apprécie justement ce début de saison, c'est de te faire voyager, mais même carrément voyager dans le temps. Bon, petite coupure, navré, mais en gros, le quartier des plaisirs, c'est vrai qu'il t'installe en plus dans une ambiance qui est vraiment particulière. Je pense que presque tout le monde a pensé la même chose. Il faut absolument qu'on parte en Asie, voir des quartiers comme ça, parce que c'était littéralement magnifique. Et encore une fois, je parlais du fait que, justement, Kimetsu no Yaiba, ça avait une patte particulière qu'on retrouvait en ce début de saison, et c'est ça que j'avais énormément apprécié. Et surtout, on le retrouve dans le fait que les environnements, ils sont différents. Et ça joue, mais tellement sur l'appréciation de la série. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui la rend particulière, parce que le traitement de l'espace, donc Kimetsu no Yaiba, c'est super intéressant ce qu'on en fait, parce que c'est une partie intégrante des combats, que ce soit avec le mec qui tapait sur des tambours. Ok, ça c'était quelque chose, tu vois, littéralement là, l'espace il changeait, c'était son pouvoir, mais même à l'intérieur du train, où quand même ils se sont battus dans un train et ils se sont battus contre le train. Donc c'est très très chelou en vrai quand tu racontes ça à quelqu'un. Et là, t'es dans le quartier des plaisirs, et c'est sûr qu'il va se passer quelque chose au niveau de ce quartier, rien que de toute façon, tout ce qu'on nous installe en termes de dynamique, de comment ça marche et tout, ça va être intéressant, ça va être intéressant. Peut-être que l'espace va jouer un petit peu moins sur ça, mais en tout cas, ça a déjà une très grande importance. Et bon, bien sûr, pour s'infiltrer, nos trois personnages principaux, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke, vont devoir se travestir et infiltrer le monde des courtisanes et même retrouver les femmes de Tengen qui les a perdues. Et ça, c'est juste excellent. Déjà en termes d'humour, parce que c'est sûr, franchement, moi je me tape des barres avec Inosuke qui se dit « Ah, qu'est-ce qu'elle est mignonne et tout !» Sauf qu'il faut pas qu'il parle parce qu'il a une voix super grave et qu'il est... C'est un sauvage. Le mec il court, il sait même pas marcher calmement. Non, c'est juste énorme. Et donc en plus ça apporte un aspect infiltration et je pense qu'on part vraiment sur ça pour cet arc. Donc ça peut être super intéressant parce que Kimetsu no Yaiba, on se dit pas forcément qu'on part sur de l'infiltration, qu'on dit oui c'est des pourfendeurs de démons qui veulent tuer des démons en pleine nuit. Et comme nous l'a dit Tengen, c'est le quartier parfait pour les démons puisque tout s'y déroule la nuit et donc c'est le moment où ils peuvent être actifs. Et parlons de la grosse menace même qu'on peut voir à la fin de l'épisode 3 qui est en train d'interroger une des femmes de Tengen. Bah justement, en plus son pouvoir il a l'air très intéressant. Encore une fois aussi Kimetsu no Yaiba, je trouve que c'est aussi des pouvoirs inventifs, que ce soit justement utiliser des tambours pour changer les pièces, ou même être un train. Franchement, je m'en repens pas de celle-là. Là, on a vraiment l'impression que la nouvelle ennemie, ce sera un personnage qui va se battre avec des toiles ou des parchemins, enfin, j'en sais rien, ou juste du tissu. Mais visuellement, c'est sûr que ça va vraiment apporter quelque chose de très dynamique et c'est ce qu'on attend, hein, c'est ce qu'on attend du mouvement. Ufotable est prêt pour ça, donc ça va être génial. En plus, la menace, elle est bien installée, parce que si tu remets ça en perspective avec ce qui s'est passé dans le train de l'infini, c'était très très chaud. Quand ils ont affronté une lune supérieure, ils ont perdu un pilier. Donc là, ah, ça va être bon, ça va être très très bon. Bon, voilà, vous avez compris, je suis très hypé pour ce début de saison de Kimetsu no Yaiba, saison 2, le quartier des plaisirs. Et à partir de maintenant, je vais faire des reviews chaque semaine des épisodes. Vu qu'ils sortent le dimanche vers 16 h, alors peut-être que ça sortira le dimanche soir, mais j'y crois pas trop, tu vois, vers 19-20 h. Mais j'y crois vraiment pas trop. C'est vraiment si j'ai rien à faire et que j'arrive à analyser le truc assez rapidement, parce que ça sert à rien si je vous en parle pour en parler. Donc je pense que ça arrivera plus le lundi, mais sait-on jamais, peut-être dimanche, on verra bien comment ça se passe. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez apprécié ce début de saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu et abonnez-vous parce que comme vous le savez, ma chaîne YouTube principale Serial Sage a été supprimée par un faux compte et en gros je suis en train de me battre contre ça, donc là je redémarre tout ici, donc venez, on est bien. Bon, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, même pas à la fin de cette semaine et voilà, et paix sur vous.